L'archiduchesse Marie-Louise était une fille de François II, le premier empereur d'Autriche. Sa position faisait d'elle un pion dans les intrigues politiques complexes de la France napoléonienne, et elle finit par devenir la seconde Madame Bonaparte. Ici, nous explorons comment leur mariage s'est fait, comment il s'est déroulé, et ce qui lui est arrivé après Napoléon. Suivez-moi pour découvrir son histoire. L'archiduchesse Marie-Louise est née le 12 décembre 1791. Son père était l'archiduc François, héritier de la maison de Habsbourg. Et avec cela, la position de souverain de l'Autriche et de ses territoires en Hongrie, en Pologne, en Bohême et dans une grande partie des Balkans. Ainsi que la fonction d'empereur du Saint-Empire romain germanique qui était devenu un titre pratiquement héréditaire des Habsbourg à la fin du XVIIIe siècle. 7 mois après la naissance de Marie-Louise, son grand-père, Léopold II, mourut et François lui succéda en tant que François II, souverain de l'un des États les plus puissants d'Europe. La mère de Marie-Louise était Marie-Thérèse de Naples et de Sicile. Elle et François auraient de nombreux enfants, dont 2 fils qui vécurent jusqu'aux années 1870. Il était donc peu probable que Marie-Louise règne un jour sur l'Autriche. Cependant, elle était l'aînée des enfants de François et de Marie-Thérèse, et à ce titre, elle était l'un des enfants royaux les plus importants d'Europe. Marie-Louise a été élevée selon la tradition des enfants royaux à l'époque prémoderne. Cela signifiait qu'elle était placée au sein de sa propre maison dès sa petite enfance, et principalement élevée par sa gouvernante française, Marie-Victoire de Folliot de Crenneville, ainsi qu'une petite brigade de domestiques. Sa jeunesse s'est passée sous la pression des guerres en Europe. En 1789, la Révolution française avait commencé, menant finalement à l'emprisonnement du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, une princesse autrichienne qui était la grande-tante de Marie-Louise. En défense de Marie-Antoinette. L'Autriche était entrée en guerre contre la France en 1792 et resterait en guerre par intermittence avec les Français pendant une grande partie du quart de siècle suivant. Subissant généralement défaite après défaite face à Napoléon Bonaparte, qui, en 1796, s'est élevé au rang de général français en battant les Autrichiens sur le front italien des guerres révolutionnaires, puis est devenu premier consul en 1799 et empereur des Français en 1804. Les années d'adolescence de Marie-Louise furent tragiques. À la fin de 1805, pendant la guerre de la Troisième Coalition, Napoléon avait remporté une série de victoires dévastatrices sur les Autrichiens en Europe centrale et, à la mi-novembre, s'était emparé de Vienne. Marie-Louise, sa famille et le gouvernement impérial avaient fui la capitale auparavant. Et dans les semaines qui suivirent, son père fut contraint de signer le dernier d'une série de traités humiliants avec les Français, cédant de nouveaux territoires à l'empire toujours grandissant de Napoléon. Pour aggraver les choses, au printemps 1807, la mère de Marie-Louise mourut à seulement 34 ans à la suite d'un accouchement prématuré après avoir développé une pleurésie tuberculeuse. Finalement, au printemps 1809, le père de Marie-Louise et son gouvernement décidèrent de tenter une nouvelle fois de vaincre Napoléon et les Français lors d'un conflit armé connu sous le nom de guerre de la Cinquième Coalition. Mais cela se termina par une nouvelle défaite désastreuse et l'occupation de Vienne par les Français pour la seconde fois en moins de 4 ans. Un autre traité de paix désastreux suivit, dans lequel l'Autriche fut dépouillée de davantage de territoire. Cependant, cela restait moins grave que ce qu'avait infligé Napoléon à d'autres États. En 1807, il força la Prusse à signer le traité de Tilsit, la privant de la majeure partie de la moitié orientale de ses territoires et créa le duché de Varsovie comme État vassal français en Pologne. Marie-Louise joua un rôle central dans les négociations qui limitèrent les pertes pour l'Autriche en 1809. Lorsque le traité de Schönbrunn entre la France et l'Autriche était en cours de négociation en 1809, Marie-Louise approchait de son 18e anniversaire. Au même moment, Napoléon cherchait à divorcer de sa femme et à se remarier. Cela était dû au fait que son mariage avec Joséphine de Beauharnais n'avait pas donné d'enfant, et pendant des années Napoléon croyait qu'il était stérile puisque Joséphine avait eu 2 enfants d'un précédent mariage. Pourtant, avec la naissance du fils de sa maîtresse en 1806, Napoléon était désormais certain qu'il pouvait avoir des enfants.
Joséphine étant dans la quarantaine avancée et ses années de fertilité étant terminées, Napoléon n'avait pas d'autre choix que de se remarier afin d'assurer sa descendance. Pour leur part, les Autrichiens soutenaient en la proposition de mariage, malgré le fait que Napoléon avait plus du double de son âge. Cela permettrait des conditions de paix plus clémentes et renforcerait une alliance avec les Français, qui avaient souvent vaincu les Autrichiens durant les 15 dernières années. Une fois les éléments de base de l'accord établis, Napoléon retourna en France et, quelques semaines plus tard, informa sa première épouse qu'il devait divorcer d'elle. Joséphine et lui restèrent en proches, mais une fois le divorce accepté, le 11 mars 1810, Marie-Louise et Napoléon furent mariés par procuration. Avec cela, Marie-Louise devint impératrice des Français et reine d'Italie. Le mariage officiel à Paris eut lieu début avril, lorsque l'impératrice de 19 ans arriva pour prendre sa place aux côtés de son mari de 40 ans. Malgré leur différence d'âge, le mariage de Marie-Louise et Napoléon fut relativement réussi. Bonaparte, lui, était dévoué et le devint encore plus lorsqu'il apprit, à la fin de l'automne 1810, un an et demi après leur mariage, qu'elle était enceinte. Le 21 mars 1811, l'héritier qu'il avait longtemps attendu arriva, lorsqu'un petit garçon naquit. Ils le baptisèrent Napoléon François Charles Joseph, prince impérial de France. Marie-Louise écrivit à son père à cette époque, affirmant que son mari était un personnage incompris et qu'il était en réalité un souverain bien plus grand que ce que les Autrichiens lui avaient jamais reconnu. Pendant un certain temps, cette union a également conduit à de bonnes relations entre Paris et Vienne. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Bien que le mariage de Marie-Louise et Napoléon ait rapidement donné un héritier, quelques années plus tard, l'Empire n'existait plus pour que le prince Napoléon en hérite. À l'été 1812, en réponse à ce qu'il percevait comme l'entêtement du tsar Alexandre Ier qui refusait d'imposer un blocus commercial à la Grande-Bretagne, Napoléon envahit la Russie, la seule grande puissance du continent européen qu'il n'avait pas réussi à vaincre totalement lors des guerres du début du XIXe siècle. Ce fut une décision désastreuse. Ces armées souffrirent de maladies et d'un manque de ravitaillement alors qu'elles traversaient la Russie, puis les Russes se retirèrent simplement de Moscou et réduisirent devant la ville en cendres avant de partir. Lorsque l'hiver s'installa, Alexandre refusa de négocier avec les Français, et finalement Bonaparte dut fuir en direction de la Pologne. Ses armées furent dévastées ce faisant. Ironiquement, Napoléon avait écrit à Marie-Louise depuis Moscou, vantant le magnifique temps de fin d'automne qu'il y faisait en octobre 1812. Lorsqu'il arriva à Paris à la mi-décembre, après un trajet épuisant en calèche de la Pologne à la France, il retrouva Marie-Louise. Et il l'exhorta à écrire à son père à Vienne pour lui faire comprendre la nécessité de maintenir son alliance avec la France.
L'impératrice s'exécuta, mais à Vienne le vent avait tourné et, au cours de l'année 1813, le gouvernement autrichien décida de rejoindre la nouvelle alliance anti-française. L'année suivante, l'empire de Napoléon s'effondra, tandis que Russes, Autrichiens et Prussiens pénétraient en France et approchaient de Paris. Au printemps 1814, il abdiqua. Ces événements laissèrent Marie-Louise dans une position très difficile. Son mari était un des chefs d'un camp dans la guerre de la 6e coalition, tandis que son père était l'un des chefs de la coalition anti-française. Cela la tiraillait entre ses loyautés, alors qu'elle devait aussi veiller aux intérêts de son fils. Elle fut bientôt stupéfaite lorsque Napoléon ne fut pas seulement déposé, mais aussi exilé sur l'île d'Elbe, en Méditerranée. Cependant, elle fut personnellement dédommagée par l'attribution des titres de duchesse de Parme, de Plaisance et de Guastalla en Italie. Napoléon, comme on le sait bien, est revenu de l'île d'Elbe en France au printemps 1814 et a repris le pouvoir, avant de le perdre à nouveau en moins de 3 mois, après avoir été vaincu lors de la célèbre bataille de Waterloo. Par la suite, il fut exilé sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de tout continent. Il y restera jusqu'à sa mort en 1821. Lui et Marie-Louise ne divorcèrent jamais, donc elle resta mariée avec lui jusqu'à sa mort. Pourtant, ce n'était qu'un mariage purement nominal. Ils ne s'écrivirent pas pendant les 6 années qu'il y vécut. Marie-Louise passa rapidement à autre chose. Même avant le retour de Napoléon en France en 1815, elle avait déjà entamé une relation avec le comte Adam Albert von Nienberg, un petit noble qui avait été nommé par le gouvernement autrichien pour s'assurer que Marie-Louise ne tente pas de rejoindre Napoléon à l'île d'Elbe. Von Nienburg était un vétéran de guerre borgne qui avait perdu son œil droit au début des guerres révolutionnaires françaises et avait plus de 15 ans de plus qu'elle. Leur relation devint rapidement sexuelle, ce qui provoqua un scandale aussi bien dans la société française qu'autrichienne lorsque cela devint public. Après la fin des guerres, Marie-Louise et son amant se rendirent en Italie pour qu'elle prenne ses fonctions de duchesse de Parme. Là-bas, ils eurent plusieurs enfants, dont 2, Albertine née en 1817 et Guillaume Albert né en 1819, survécurent à l'enfance et vécurent longtemps. Cependant, Napoléon Junior n'était pas présent en Italie. Il est resté à Vienne après le départ de sa mère pour l'Italie. Dans une large mesure, le gouvernement pouvait s'assurer qu'il grandisse comme un prince autrichien, dont la loyauté allait à l'Autriche et non à la France ni à l'héritage de son père. Pendant ce temps, en 1821, une fois la nouvelle de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène reçue, Marie-Louise et le comte von Nienburg se sont enfin mariés. Marie-Louise a connu une série de difficultés à partir du début des années 1820. En 1823, une fille, Mathilde, à laquelle elle avait donné naissance quelques mois plus tôt, est morte en bas âge. Puis, au début du printemps 1829, son deuxième mari est décédé d'une insuffisance cardiaque à la 50aine passée. De plus, le gouvernement autrichien lui a interdit de porter le deuil publiquement, puisque son mariage morganatique avec le comte la faisait passer pour avoir épousé quelqu'un d'un rang inférieur. Enfin, en 1832, son premier enfant, Napoléon Junior, est décédé en Autriche à seulement 21 ans, après avoir contracté une pneumonie puis la tuberculose au cours des mois précédents. Peu de temps avant la mort de Napoléon Junior, une série de soulèvements a éclaté dans les nombreux États dans lesquels l'Italie était divisée durant la première moitié du XIXe siècle. L'un de ces soulèvements eut lieu dans le duché de Parme et fut si grave que Marie-Louise et son gouvernement durent fuir la ville à la mi-février 1831. La révolte fut finalement réprimée et Marie-Louise gracia de nombreux insurgés. En réponse, le ministre principal d'Autriche, Clément von Metternich, envoya un nouveau grand chambellan dans la principauté italienne pour diriger le gouvernement sur place. Il s'appelait Charles-René de Bombelle, un noble français qui s'était installé en Autriche pendant les guerres napoléoniennes. Lui et Marie-Louise ne tardèrent pas à entretenir une relation amoureuse et en février 1834, elle l'épousa. Ce fut son 3e et dernier mariage. Marie-Louise passa la fin de sa vie à gouverner discrètement à Parme.
Pourtant, c'était une période de malaise croissant à travers la péninsule, car le sentiment nationaliste qui se répandait à travers l'Europe poussait beaucoup d'Italiens à réclamer la formation d'un pays uni à partir des principautés disparates, comme Parme. Et pour que les Habsbourg d'Autriche, comme Marie-Louise, soient expulsés de la péninsule. En 1848, cela donna naissance au premier mouvement du Risorgimento, qui conduisirent à l'unification complète de l'Italie au début des années 1860, bien que Marie-Louise ne vit pas la violence qui y fut associée. Au début du mois de décembre 1847, elle tomba malade, et son état se détériora au cours de la semaine suivante, souffrant probablement de pleurésie. Le 17 décembre, elle vomit et perdit connaissance sans jamais se réveiller. Elle avait 56 ans. Son corps fut rapatrié à Vienne où elle fut inhumée dans la crypte impériale en tant qu'archiduchesse de la maison de Habsbourg. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'impératrice Marie-Louise. J'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est fini pour moi, on se retrouve dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.